Dans la cabine radio du RMS Titanic, le 5e jour du voyage transatlantique inaugural, l'opérateur Jack Phillips était absorbé par le trafic du jour. En 1912, la télégraphie sans fil était encore une nouveauté. Beaucoup de navires n'en étaient pas équipés, et Phillips, avec son adjoint Harold Bride, comme employé de la société britannique Marconi, ne dépendait pas de la hiérarchie de l'équipage, et il ne suivait aucune procédure réglementaire pour délivrer les messages à la passerelle. À 9 h du matin, ce dimanche 14 avril, la cabine radio capta un message du Caronia de la compagnie Cunard, signalant « Iceberg grand et petit et banquise par 42 degrés nord, entre 49 et 50 degrés ouest ». Ce n'était pas le premier avertissement sur la présence de glace reçu par le navire en cours de route, et ce ne serait pas le dernier. Lorsqu'il eut un moment de répit, Bride porta le message à la timonerie, où il fut probablement réceptionné par le 4e officier, Joseph G. Boxall. Selon toute vraisemblance, Boxall reporta les indications sur la carte. Les officiers de pont prêtèrent peu d'attention à cette nouvelle. La glace n'est pas rare dans ces parages de l'Atlantique Nord, au cours des traversées d'avril, et ils pensaient n'avoir aucune difficulté à repérer un iceberg à temps. Surtout, la mer était calme, le temps frais et ensoleillé, et par ailleurs, quel danger quelques glaçons pourraient-ils faire courir à leur magnifique vaisseau tout neuf? Ailleurs à bord, les passagers goûtaient les charmes d'une croisière transatlantique typique, lisant, écrivant des lettres, parcourant les ponts promenades, bavardant avec des amis ou de vieilles connaissances, ou se reposant dans des chaises longues au soleil avec une tasse de bouillon et des biscuits. Comme c'était dimanche, des services religieux avaient été célébrés. Celui des passagers de première classe, à 10 h 30, s'était tenu dans la salle à manger, où ils avaient été présidés par l'imposant commandant Edward John Smith. À 62 ans, Smith devait prendre sa retraite après le voyage inaugural du Titanic, fin glorieuse d'une brillante carrière consacrée au service de la compagnie White Star Line. Aux yeux de cet aéropage de personnalités riches et titrées, Smith, par sa dignité et son assurance, devait paraître le meilleur des guides. Les passagers de première classe, embarqués sur le Titanic, représentaient la fine fleur de la haute société anglo-américaine de l'époque. Le plus riche d'entre eux était incontestablement un colonel de 47 ans, John Jacob Astor, arrière-petit-fils d'un opulent marchand de fourrure qui avait multiplié la fortune familiale par des investissements immobiliers, notamment dans l'hôtellerie. Astor avait récemment défrayé la chronique scandaleuse lorsque sa femme avait demandé et obtenu le divorce et qu'il avait épousé en seconde noces une jeune New-Yorkaise de 18 ans. Lui et son épouse Madeleine, qui était enceinte, revenaient d'un long voyage d'hiver qui les avait conduits en Égypte et en Europe, où ils s'étaient cachés des journalistes. Rejeton playboy d'une famille propriétaire de mines et de fonderies, Benjamin Guggenheim était aussi du voyage. De même que, accompagné de sa femme Ida, Isidore Strauss, le propriétaire de Macy's, le plus grand magasin à succursales multiples du monde. La liste des Crésus s'achevait sur Henry Widner de Philadelphie, voyageant avec son épouse et Harry, leur fils de 27 ans. Les Widener avaient accumulé une énorme fortune en construisant des tramways. Outre ces super riches, d'autres personnes fortunées participaient à ce voyage inaugural du Titanic, tels par exemple Arthur Ryanson, magnat de l'acier, John Thayer, second vice-président de la compagnie des chemins de fer de Pennsylvanie, Charles M. Hayes, président de la compagnie canadienne des chemins de fer Grand Trunk, et Harry Molson, descendant d'une dynastie de banquiers et de brasseurs de Montréal. Parmi les membres de l'aristocratie britannique se trouvaient Sir Cosmo et Lady Duff Gordon. Il était père du royaume et son épouse une talentueuse dessinatrice de mode ayant des magasins à Paris et New York. Outre ce gratin, le navire comptait bon nombre de personnalités de premier plan. Parmi celles-ci figurait le major Archibald Butt, aide de camp du président Taft et ami personnel de Theodore Roosevelt, revenant à Washington après une permission d'absence, et William T. Stead, spirit anglais renommé, directeur de journaux et homme politique qui se rendait à New York pour participer à une conférence sur la paix. Le recensement des fortunes et des renommées aurait été plus impressionnant encore si certaines personnalités n'avaient pas annulé leur passage. Le financier J.P. Morgan, dont la compagnie était l'armateur du Titanic, était tombé trop malade pour faire le voyage. Alfred W. Vanderbilt et sa femme décidèrent au tout dernier moment de ne pas partir, et ceci, trop tard pour qu'ils puissent faire redescendre leurs bagages et leurs domestiques, qui coulèrent avec le navire. Lord Peary, président des chantiers navals Harland & Wolff de Dublin, où le navire avait été construit, annula son départ pour raison de santé. Sa place fut prise par Thomas Andrews, son directeur général et architecte du navire. Alors que les riches se faisaient accompagner de leurs femmes de chambre, de leurs valets et de montagnes de bagages,
La plupart des membres de l'équipage percevaient un salaire si faible qu'il aurait fallu épargner pendant des années pour s'offrir un billet de passage en classe de luxe. En fait, le Titanic était comparable à un millefeuille flottant, comprenant toutes les couches de la société d'alors. La tranche inférieure était constituée par des chauffeurs peinant dans la chaleur et la poussière, des chaufferies et des chambres des machines situées juste au-dessus de la quille. La couche au-dessus était composée du magma des passagers de 3e classe, mélange polyglotte des migrants espérant prendre un nouveau départ dans le nouveau monde. Après quoi venait la strate des classes moyennes, professeurs, commerçants, travailleurs aux moyens modestes en 2e classe. Enfin, le glaçage du gâteau, les nantis et les nobles. Le navire qui transportait tous ces passagers représentait le dernier cri en matière de luxe flottant, avec ses salons richement décorés et ses splendides cabines privatives. Le nec plus ultra étaient les 2 appartements de luxe sur le pont B, qui, sur près de 15 mètres, offraient un pont promenade privé aux parois lambrisées jusqu'à mi-hauteur par des panneaux de style élisabétain. Les cabines de première classe étaient décorées dans des styles allant de Louis XV à Reine Anne. De nombreuses salles étaient revêtues de panneaux de bois. Il existait des ascenseurs desservant les 1e et 2e classes, un gymnase doté des équipements sportifs les plus modernes, un hammam et même une piscine. Il y avait aussi un restaurant indépendant avec un service à la carte. Le café parisien, réplique d'un bistrot sur le trottoir où les jeunes se réunissaient enfin, le plus somptueux escalier ayant jamais paradé par les mers. Même les aménagements de la 3e classe faisaient impression. Selon les critères de l'époque, et le navire lui-même, comme son nom le claironnait emphatiquement, était vraiment le géant des ondes. Avec un déplacement de 52 310 tonnes, une longueur de 270 mètres à la flottaison, une largeur totale de près de 29 mètres, la coque elle-même dépassant 28, une hauteur de plus de 53 mètres de la quille au sommet des 4 cheminées, le Titanic avait les mêmes dimensions qu'un immeuble haut de 11 étages sur plus d'1/4 de kilomètre. Il n'était donc pas étonnant que ces quelques 1300 passagers puissent penser que rien ne pouvait menacer leur sécurité. À 11h40 ce matin-là, la radio capta un message du bateau hollandais Nordman, faisant état de beaucoup de glace dans les parages que le Cardiona avait traversé plus tôt dans la matinée. Il n'est pas sûr que cette information ait été communiquée cependant à la timonerie. Vers 13h30, le commandant Smith se disposait à déjeuner lorsqu'il rencontra Bruce Ismay, président de la White Star Line, sur le pont promenade. Les 2 hommes bavardèrent un moment sur les performances du navire tout neuf, et entre samedi midi et dimanche midi, effectivement, le Titanic avait parcouru 546 miles, soit l'équivalent de 1010 km, sa meilleure allure jusqu'à là. Pour le lendemain, ils envisagèrent de le pousser à sa vitesse maximale pendant quelques temps, pour voir s'il était capable, en allumant les 5 dernières chaudières, qui n'avaient pas encore été mises à feu, d'atteindre 23 nœuds, soit l'équivalent de 42,5 km/h. Le navire se comportait bien, et pour arranger les choses, l'incendie qui, la veille, avait couvé dans l'avant-soute à charbon de la chaufferie numéro 5 avait été circonscrit. Ils parlèrent aussi sans doute du temps qui demeurait exceptionnellement clément. Avant de se séparer, le commandant communiqua à Lord Ismay le télégramme reçu juste avant du navire baltique qui disait « Le vapeur grec Athénée signale la présence d'icebergs et de nombreuses banquises aujourd'hui par 41,51 de latitude nord et 49,52 de longitude ouest. Vous souhaitons, ainsi qu'au Titanic, un plein succès. » Ceci situait les glaces environ 250 miles, soit 460 km, en avant du Titanic. Lord Ismay glissa négligemment le message dans une de ses poches. Plus tard, dans l'après-midi, Lord Ismay devait en parler avec 2 passagères de marque, Madame Arthur Hanson et John B. Thayer. C'était comme s'il avait voulu insister sur le gigantisme et la toute-puissance du navire. Malgré les avertissements déjà reçus, le commandant Smith et Bruce Ismay, les 2 hommes les plus importants du navire, demeurèrent impavides. Un nouvel avis de glace, capté cette fois du paquebot America, fut enregistré à 13h45, mais il ne fut transmis à la passerelle. La journée s'écoula sans incident. Il n'y avait ni protocole, ni animation organisée, bien que ce soit dimanche. En effet, quelques passagers jouaient aux cartes dans le fumoir de première classe. Au cours de la journée, on avait normalement sonné l'heure du déjeuner, puis du dîner. En fin d'après-midi, la température baissa rapidement. Sur ordre du commandant, le navire abattit légèrement vers le sud, sans doute pour éviter la banquise annoncée droit devant. L'obscurité tombait. Vers 19h30, au restaurant à la carte, les Widener organisèrent un dîner en l'honneur du commandant Smith. La liste de leurs invités
comprenait certains des Américains les plus en vue de la haute société de Philadelphie. Outre le fils des Widner, Harry, on y voyait les époux Steyer et un ménage de Philadelphiens fortunés, les Carter qui avaient fait charge en cale une automobile Renault de 25 chevaux, pour laquelle ils réclamèrent plus tard une indemnisation de 5 000 $. Et enfin, le Major Butt. Pendant que le commandant s'asseyait à table, l'aide radio-opérateur Harold Bride fit passer un nouvel avis de glace à la passerelle. Il émanait du vapeur californienne, largement devant le Titanic et suivant une route légèrement plus au nord. Le capitaine Stanley Lord, commandant du Californian, signalait qu'il avait vu passer 3 grands icebergs à 3 miles dans le sud. Ce message ne fut jamais remis au commandant Smith. Vers 21h, le commandant s'excusa de devoir quitter la table et il rejoignit la passerelle où le second officier Charles Hubert Lightoller assurait le quart de 18 à 22h. Tous deux s'entretenirent du changement de temps, et il était possible que la chute des températures soit le signe qu'ils entraient dans une zone de banquise, et s'ils s'attendaient à en trouver devant eux. Ils étaient conscients de ce que les icebergs sont très difficiles à repérer par une nuit calme et sans lune, sans vent ni houle pour créer une frange d'écume à la base. Lightoller informa le capitaine Smith que, devant la baisse des températures, il avait donné ordre à l'équipage de surveiller la situation des citernes d'eau douce en raison d'un gel possible. Peu auparavant, le premier officier William Murdoch avait ordonné de fermer les sabots du château avant pour, en effet, que les lumières de l'intérieur ne gênent pas la vision des guetteurs sous la lune. À 21h20, le commandant se retira dans sa cabine pour la nuit, laissant Lightoller sur ces mots « Si vous éprouvez le moindre doute, appelez-moi immédiatement, je suis juste à côté. » 10 minutes plus tard, Lightoller envoya le 6e officier Moody insister auprès des guetteurs dans le nid de pie de veiller attentivement à toute glace et en particulièrement aux petites. Il était habituel en ces temps-là de naviguer à toute vapeur jusqu'à ce qu'un iceberg soit en vue, aussi était-il probable que ce n'était jamais venu à l'esprit du capitaine Smith l'idée de réduire sa vitesse par une nuit aussi claire. La mer était en fait si calme que la lumière des étoiles s'y reflétait et qu'il était très difficile de discerner la ligne d'horizon. Un marin qui avait passé 26 ans en mer avait déclaré plus tard qu'il n'avait jamais vu l'océan aussi plein. Ainsi, à ce moment, à part une légère déviation de la route vers le sud, la fermeture des sabords du château avant et les consignes de vigilance données aux veilleurs, les officiers du Titanic n'avaient pris aucune mesure de sécurité en cas de mauvaise rencontre. Il était de pratique courante de s'en remettre aux guetteurs et les officiers se fiaient à la maniabilité du navire pour éviter un abordage. En raison de l'absence de coordination entre la timonerie et la cabine radio et du défaut de toute procédure sur le traitement des avis de glace, il semble que les officiers aient cru que la banquise se situait au nord de leur route. Selon les mots de Walter Lord, le résultat fut qu'une insouciance, une désinvolture presque méprisante régnait sur la passerelle. 2 autres messages annonçant des glaces parvinrent au Titanic cette nuit-là. Aucun des officiers survivants ne se souvint de les avoir reçus sur la passerelle. Le premier arrivé à la cabine radio à 21h40 aurait dû inciter Lightoller à réagir. Du Mesaba au Titanic, entre 40 degrés et 41 degrés 25 de latitude nord et entre 49 degrés et 50 degrés de longitude ouest, nous avons vu de grands icebergs et un champ de glace. Le temps est beau et clair. La banquise se trouvait manifestement droit devant sur le trajet du Titanic. Dans la cabine Marconi, le radio Harold Bride avait pour l'heure arrêté sa veille pour prendre un repos bien mérité. En effet, les 2 opérateurs se relayaient à poste 24 heures sur 24, et Jack Phillips était occupé à essayer de s'immiscer dans le trafic radio du réseau commercial. La station côtière américaine la plus proche était celle de Cap Race, à l'extrémité sud-est de Terre-Neuve, et arrivant à portée, les messages qui s'étaient empilés tout au long de la journée pouvaient maintenant être passés. En fait, Phillips était tellement occupé qu'il entassa l'ultime avertissement avec les autres messages arrivés. C'était encore le Californian, toujours devant, mais stoppé dans une banquise sur une route à peine 8 miles au nord de celle du Titanic. Sa position était si proche que le message éclata littéralement dans les oreilles du radio. Furieux de cette interruption, Phillips se coupa la parole à l'émetteur par ces mots. « Taisez-vous, je travaille, je suis branché sur Cap Race. » Comme les autres, ce 7e message du jour mentionnait un énorme champ de glace, long de quelques 150 km droit devant le Titanic. Dans le nid de pie, les veilleurs Fred Fleet et Reginald Lee avaient passé un quart monotone. Il était alors 23h40. Dans 20 minutes, ils devaient être relevés,
et il se précipiterait en bas pour prendre une boisson chaude avant de se coucher dans une couchette à clignote. Un calme plat régnait sur la mer, mais l'air était maintenant cruellement froid. Quelques minutes plus tôt, ils avaient aperçu quelque chose ressemblant à un léger banc de brume s'étendant de part et d'autre, et devant à environ 3 kilomètres. Mais ils étaient dépourvus de jumelles, qui avaient été mal rangées lorsque le navire avait levé l'ancre de Southampton. Subitement, Fleet aperçut quelque chose sur la route du Titanic, et en quelques secondes, la chose grandit. Dans un réflexe, il agita 3 fois la cloche d'alarme pour alerter la passerelle qui empoigna le téléphone. Le 6e officier James Moody, assistant le second Murdoch qui avait relevé Lightoller à 22h, prit le combiné et demanda calmement « Qu'avez-vous » « Un iceberg, droit devant, répondit Fleet. Les officiers du Titanic étaient des marins éprouvés, entraînés à parer aux événements. Comme Moody lui transmit la nouvelle, Murdoch réagit immédiatement. Il se précipita sur le transmetteur d'ordre et ordonna l'arrêt des machines, puis la marche arrière, tout en intimant à l'homme de barre, le quartier-maître Robert Hitchens, de mettre la barre à bâbord toute, afin de faire venir le navire sur tribord. Murdoch tira ensuite les leviers de manœuvre commandant la fermeture des cloisons des compartiments étanches au fond du navire. Hitchens vira la barre aussi vite qu'il put. Au dernier moment, le navire obliqua légèrement sur lui. C'était trop tard. Bien qu'un choc frontal avait été évité, le navire continuait sur son air, heurtant en oblique l'iceberg qui défila le long du flanc tribord. Pour ceux de la passerelle, il sembla que le navire pourrait s'en tirer indemne. Plusieurs tonnes de glace tombèrent sur la plage avant, mais le navire avait frissonné et passé. Quelques instants plus tard, il s'arrêta. Pour la plupart, les passagers du Titanic ne se rendirent même pas compte que le navire avait touché quelque chose qui l'avait blessé à mort. En raison du froid, presque tous étaient à l'intérieur, et quelques-uns s'étaient déjà mis au lit. Le dîner offert par les Widner tirait à sa fin. Les dames s'étaient retirées dans leur cabine et les hommes étaient restés pour un dernier cigare dans les fumoirs de première classe sur le pont A, où quelques groupes goûtaient le dernier verre d'avant minuit. Ils entendirent un faible grincement. 2 ou 3 personnes sautèrent sur leurs pieds pour se précipiter sur le pont et regarder l'iceberg disparaître vers l'arrière. Ils y furent bientôt rejoints par d'autres, curieux de voir ce qui se passait. Quand ils surent que c'était seulement un iceberg, ils regagnèrent leurs cartes, leurs verres, ou se dirigèrent vers leur cabine pour se coucher. Quand d'autres passagers apprirent la pluie de glace sur la plage avant, ils firent de joyeux projets de bataille de boules de neige pour le lendemain. Lawrence Bisley, jeune professeur de sciences, lisait dans sa cabine en 2e classe quand, d'après, vint ce qui me parut être rien d'autre qu'une accélération des machines et un mouvement un peu plus accentué de la couchette où j'étais assis. Rien de plus que cela. Nul bruit d'un heurt ou autre, pas de sensation de choc, de grincement ou de chute comme lorsqu'une chose massive en cogne une autre. Ne voyant rien de très ordinaire, Bisley se replongea dans ses lectures. Sa première sensation qu'il se passait quelque chose d'anormal lui vint lorsqu'un peu plus tard les machines stoppèrent. Le 2e officier Lightoller venait de sombrer dans le sommeil lorsqu'il ressentit une soudaine vibration faisant frémir tout le navire. Jusqu'alors, il avait navigué avec une telle douceur que cette rupture de régime en fut perçue tant plus nettement. Non pas que c'ait été un choc violent, mais seulement un changement net et déplaisant dans le rythme harmonieux de sa marche. Beaucoup de passagers et de marins entendirent le raclement de l'iceberg le long de la carène, et ils l'ont décrit de manière diverse. C'était comme le roulement de milliers de billes, comme si quelque géant avait gratté de son énorme doigt tout le long du bateau. Un bruit terrifiant de tissu déchiré. À fond de cale, la collision fut perçue de façon très différente. Le second mécanicien, J.H. Esquette, était tout à fait à l'avant de la salle des machines numéro 6 lorsque le signal stop s'alluma sur le transmetteur d'ordre. Il avait à peine hurlé « Fermez les vannes », tarissant ainsi l'arrivée d'air sur les foyers, qu'il se produisit un bruit pareil à une forte déflagration. Quelqu'un d'autre le compara à un coup de foudre. Esquette et le premier chauffeur Frédéric Barrett furent immédiatement frappés par une trombe d'eau glacée, les jetant en une course effrénée dans le passage conduisant à la chaufferie numéro 6, juste avant que la cloison étanche ne se referme. Les autres hommes de cette chaufferie couvrirent les feux avant de se ruer sur les échelles conduisant à la relative sécurité du pont rouge. « 20 minutes après l'abordage, le commandant Edward John Smith savait que tout était consommé. En compagnie de Thomas Andrews, ingénieur en chef du chantier naval, il avait effectué un tour rapide dans les étages inférieurs. La salle de tri de la poste était envahie par la mer et des sacs de courrier flottaient partout.
Le ballast du coqueron avant présentait une voie d'eau, de même que les 3 avant-cales et la chaufferie numéro 6. La coque du Titanic était divisée par 15 cloisons étanches en 16 compartiments. Le vaisseau était conçu de telle sorte qu'il conserve sa flottabilité avec 2 compartiments noyés. En outre, il pouvait surnager si les 4 premiers étaient inondés, mais pas le 5e. Le point critique était la chaufferie numéro 6. Si les 5 premiers compartiments avaient une brèche, l'eau les remplirait et déborderait alors dans ceux situés derrière, l'un après l'autre, et là, le Titanic sombrerait inexorablement. Andrews estima que le navire disparaîtrait en 1 heure, 1 heure et demie au maximum. Le capitaine Smith ne s'arrêta pas à méditer sur les fautes ayant provoqué le désastre. En homme d'action, ses pensées se cristallisèrent sur les procédures d'évacuation de son navire et les moyens de le maintenir à flot aussi longtemps que possible. Sans doute se battait-il contre l'évidence. Son navire ne disposait pas de canot de sauvetage, ou uniquement pour à peine la moitié. Pourtant, le Titanic portait des moyens de sauvetage plus importants que ne lui imposaient les règlements du ministère britannique du commerce de l'époque. Eu égard à son tonnage, il lui aurait suffi de disposer de 962 places. À pleine capacité, les canots pouvaient embarquer 1178 personnes. Le capitaine Smith avait donc plus d'1 millier de gens, à supposer que chaque embarcation dait à la pleine charge, et que ces personnes devraient être abandonnées sur l'épave. Il lui faudrait alors agir avec la plus grande prudence pour retarder la panique qui se déchaînerait inévitablement. Plus tard, demeuré à son poste, il aurait le loisir de réfléchir sur ce qui avait péché lorsqu'il sombrerait dans son bateau. 5 minutes après minuit, le cours de squash, pourtant situé 11 mètres au-dessus de la quille, était envahi par la mer. Smith donna ordre au second Henry Wide de faire décapeler les chaloupes de sauvetage. Le 4e officier fut requis d'aller réveiller Lightoller, le 3e officier Herbert Pitman et le 5e officier Lowe. Après quoi, le commandant, empruntant le pont bâbord des embarcations, se rendit à la cabine radio située à une vingtaine de mètres pour ordonner de vive voix à Phillips et à Bride d'émettre le CQD, le signal réglementaire de détresse. Plus tard dans la nuit, Bride décida d'essayer le nouveau indicatif SOS, qui venait tout juste d'être mis en usage, et le Titanic lança sur les ondes un des premiers SOS jamais émis par un navire en détresse. Sa position calculée par Boxall par un relèvement des étoiles était alors 41 degrés 46 nord par 50 degrés 14 ouest. À quelque distance de là, vers minuit et quart, à bord du paquebot californien de la compagnie de navigation Leyland, l'opérateur radio Cyril Evans s'était retiré pour la nuit, peu après avoir reçu le message qui serait bientôt tristement célèbre, par lequel Jack Phillips, depuis le Titanic, l'avait rabroué, et juste avant que le premier appel de détresse soit lancé dans les terres. Le 3e officier, Charles Grooves, venait de terminer son quart, et avait fait une halte dans la cabine radio. Il aimait à jouer avec le poste. Peut-être pourrait-il capter un message du navire dont il pouvait voir les lumières dans le sud-est. À ses yeux, il semblait que ce soit un paquebot de ligne naviguant à environ 10 miles. Mais sans l'aide d'Evans, il ne put faire fonctionner l'appareil. Après avoir tripoté des boutons, il se dirigea vers sa cabine. C'était quelques minutes avant que le Titanic commence à appeler au secours. Sur la passerelle du géant des mers, peu après minuit, le 4e officier Boxall aperçut les feux d'un vapeur distant de quelques 5 miles, et il en avertit le capitaine Smith qui l'incita à émettre de nouveaux signaux de détresse. Boxall donna alors l'ordre au quartier-maître Jarvrow de tirer les fusils blanches, ce que fit celui-ci à intervalle de 5 minutes. La première fut tirée vers minuit 45. Dans la cabine radio, Bride et Phillips s'acharnaient furieusement à lancer des appels au secours. Bien que plusieurs navires aient entendu et répondu à leurs cris d'alarme, le plus proche qu'ils aient pu contacter était le Carpathia de la Cunard Line, commandé par Arthur Onstrom, qui se trouvait 58 miles dans le sud-est du Titanic. Le commandant Rostrom ne pouvait en croire ses oreilles, mais il détourna son navire pour foncer à toute vapeur vers le naufrage. Sensiblement dans le même temps, le second officier Stone, qui était de quart sur la passerelle du California, aperçut l'éclat d'une fusée blanche au-dessus du navire qui avait été repéré dans le sud-est. Ses tentatives pour entrer au contact en morse avec un projecteur n'avaient pas abouti, et nul ne voulait se hasarder à réveiller Evans sur le seul radio de bord. En effet, celui-ci avait assuré dans la journée un service écrasant, restant à son poste de 7 heures du matin à 11 heures du soir. Il y eut encore, à intervalles réguliers de quelques minutes, d'autres fusées blanches, 5 en tout, et Stone se décida à appeler le commandant Stanley Lord par le tube acoustique.
ce dernier s'étant assoupi dans la chambre des cartes, mais avait demandé qu'on le prévienne si le navire étrange venait à se rapprocher. Lord demanda si les fusées correspondaient à un signal particulier, et quand Stone eut répondu qu'il n'en savait rien, il lui donna ordre de tenter, une fois encore, de faire la liaison avec le projecteur Scott. Stone n'eut pas plus de succès que les premières fois. En compagnie de son stagiaire Gibson, qui l'avait rejoint à la timonerie, il constata que 3 autres fusées avaient été tirées. La dernière à 1h40. Vers 2h du matin, le navire parut faire route au sud-ouest. Stone envoya Gibson réveiller le commandant et le prier de venir. Lord s'enquit, une fois de plus, de la couleur des fusées et dit à son subordonné de continuer à appeler avec son projecteur. Entre 2h et 2h20, le mystérieux navire disparut complètement à leurs yeux. À bord du Titanic, près d'1 heure après l'abordage, la majorité des passagers n'étaient toujours pas consciente de l'extrême gravité de la situation. Vers 00h30, le capitaine Smith avait ordonné à ses officiers de commencer l'embarquement dans les canots de sauvetage, les femmes et les enfants d'abord. Pour la plupart, les passagers de première classe se tenaient sur le pont des embarcations, ayant revêtu leur ceinture de sauvetage comme les stewards leur avaient montré. Mais en dépit de ce que Bisley a décrit comme le hurlement et le vacarme de tonnerre de la vapeur jaillissant des chaudières, et bien que le navire se soit enfoncé vers l'avant en accusant une gîte sensible sur tribord, nombreux étaient ceux qui hésitaient à échanger la fallacieuse sûreté du vaisseau pour le risque apparent des minuscules canots. L'orchestre du bord créait une atmosphère presque joyeuse en continuant de jouer un pot-pourri d'air à la mode juste devant l'entrée du pont ouvrant sur le grand escalier. Ensemble, le premier officier Murdoch, chargé de la sécurité à tribord, et le deuxième officier Lightoller, pour bâbord, rencontraient des difficultés pour persuader les gens de prendre place dans les canots. Vers 00h45, et sans doute un peu plus tôt, le canot tribord numéro 7 fut le premier à être mis à l'eau. Quoique sa capacité soit de 65 places, il prit le large avec seulement 28 personnes, dont la célèbre artiste Dorothy Gibson et quelques hommes d'équipage affectés à la manœuvre. Dans les étages inférieurs, la confusion et la peur régnaient. Beaucoup de passagers de 3e classe ne savaient même pas comment rejoindre les ponts supérieurs. Certains s'étaient rendus sur la plage arrière, qui leur était réservée, et d'autres se pressaient sur la plage avant. Presque tous ceux qui réussirent à gagner le pont des embarcations y parvinrent en sautant par-dessus les barrières séparant les premières des 3e classes en les détruisant. La compagnie White Star Line contesta formellement plus tard qu'il y ait été fait preuve d'une quelconque discrimination pour favoriser les passagers de première classe, mais la sécheresse brutale des statistiques fera apparaître une toute autre vérité. À 00h55, alors que le navire s'inclinait très nettement sur l'avant, le premier canot bâbord, le numéro 6, amorça sa descente le long de ses garants. Margaret, dit Molly Brown, femme de la meilleure société de Denver, qui s'était reculée sur le pont, fut empoignée et jetée sans ménagement dans la chaloupe glissant à demi-pleine, avec 28 personnes à bord. Lorsque Lightoller se rendit compte qu'il ne s'y trouvait qu'un seul marin, le quartier-maître Hitchens, il fit descendre Arthur Pension, un ingénieur chimiste de Toronto, lieutenant émérite, pour aider à la manœuvre. À tribord, le canot numéro 5 fut largué avec 41 passagers, puis le numéro 3 avec seulement 32, dont 11 hommes d'équipage. Vers 1h10, un autre canot, le numéro 8, déhala, n'emportant que 39 personnes. Comme il n'y avait pas assez de marins, la comtesse de Ross prit la barre du gouvernail d'une main ferme. De tous les canots mis à l'eau cette nuit-là, le numéro 1 de tribord essuya le plus de critiques. Bien qu'ayant 40 places, il déborda avec seulement 12 occupants, dont Sir Cosmos et Lady Duff Gordon, leur secrétaire particulière, L.M. Francatelli, et 2 Américains. Le reste était composé de membres de l'équipage. Plus tard, ce canot, comme d'ailleurs bien d'autres loin d'être plein, ne devait même pas revenir sur les lieux du naufrage pour repêcher ceux qui se noyaient. L'orchestre jouait toujours. Cependant que la proue s'enfonçait dans l'eau sous la lumière blafarde des fusées de détresse, les passagers grouillant de toutes parts commençaient à se rendre compte que le Titanic était en péril de mort. Sur le pont des embarcations, on assistait à des scènes déchirantes comme celle d'un mari faisant ses adieux à sa femme et à ses enfants, puis les aidant à monter dans les canots. Beaucoup d'épouses hésitaient à quitter leur mari, et certaines s'y refusèrent. L'histoire la plus connue, qui nous soit parvenue, concerne Madame Hilda Strauss, femme du propriétaire des grands magasins Macy's. Au moment de prendre place dans la chaloupe numéro 8, elle changea d'avis et dit à son époux « Nous avons vécu de longues années ensemble, où tu iras, j'irai. » Calmement, tous deux s'installèrent coude à coude dans des chaises longues et regardèrent le drame en attendant la mort.
À mesure que l'inclinaison des ponts augmentait et devenait alarmante, les canaux se remplirent et gagnèrent le large. Mais ils étaient toujours loin d'être complets. De nombreux hommes continuaient comme si de rien n'était. Archibald Gracie en remarqua 4, assis imperturbablement à une table dans le fumoir de première classe sur le pont A. Ils étaient 4, étrangers à tout ce qui les entourait. Je connaissais bien 3 d'entre eux, le Major Butt, Clarence Moore et Frank Millet. Tous 4 paraissaient parfaitement détachés de ce qui se passait sur les ponts à l'extérieur. Il y avait aussi Benjamin Guggenheim, qui, ayant compris que le navire allait sombrer, était redescendu dans sa cabine, avait enlevé sa ceinture de sauvetage et ses vêtements chauds pour se mettre en tenue de soirée. Quand il réapparut sur le pont, il déclara que s'il devait mourir, il entendait que ce soit comme un gentleman. En bas, dans la salle des machines, le chef mécanicien William Bell, aidé de quelques marins, s'efforçait de maintenir la pression dans les chaudières 1 et 2 pour pouvoir fournir la lumière électrique dans le bateau et assurer le fonctionnement des pompes de renflouement. Ceux qui erraient dans les salons de première classe désertés pouvaient voir que tout était éclairé. Vers 1h30, la proue était profondément enfoncée et la gîte s'accentuait sur bâbord. Les gens avaient beaucoup de mal à garder leur équilibre et les premiers signes de panique apparurent. Alors que le canot bâbord 14 glissait le long de la coque, une meute de passagers se rua sur les garants pour tenter d'y prendre place. Il y avait déjà 40 personnes à son bord, et dans le canot, le 5e officier Harold Lowe tira 2 coups de feu pour tenir la foule en respect, et l'embarcation toucha l'eau sans dommage. Dans la cabine radio, les opérateurs étaient toujours à leur poste, mais le ton de leur message devenait de plus en plus désespéré. À 1h25, nous faisons embarquer les femmes. À 1h35, Lowe gagne la salle des machines. 10 minutes plus tard, la salle des machines est inondée, ce qui signifiait que plusieurs chaudières étaient noyées. Vers 1h40, presque tous les canots avaient pris le large, et le radeau C avait été placé sur le bossoir du canot bâbord numéro 1. Cette partie du pont était sensiblement déserte, car la majorité des passagers avaient reflué vers l'arrière qui commençait à se dresser hors de l'eau. L'appel du chef mécanicien Wild pour faire embarquer des femmes et des enfants resta sans écho, et il ordonna de mettre le radeau à la mer. Lorsqu'il entama sa descente, William E. Carter et Bruce Ismay, qui avaient aidé à l'embarquement des passagers depuis que le premier canot avait été décapelé, sautèrent dedans. Ismay devait être plus tard cloué au pilori pour ce qui fut considéré comme une lâche désertion, et il ne s'en remit jamais. Du côté bâbord, les choses se passaient lentement sous les ordres de Lightoller. Celui-ci respectait à la lettre les consignes du sauvetage, et il avait été beaucoup plus strict que le premier officier Murdoch pour admettre l'embarquement d'hommes dans les canots, même partiellement pleins. Il ne fit pas d'exception pour le colonel John Jacob Astor. À 1h55, en effet, Astor aida sa jeune femme à monter dans le canot numéro 4 et demanda alors la permission de partir avec elle. Lightoller répondit « Non, monsieur, aucun homme n'a le droit d'embarquer tant qu'il reste des femmes. » Astor demanda alors quel numéro portait le canot, et Lightoller crut qu'il voulait porter plainte. Puis il surveilla la descente, et le largage du canot rempli seulement aux 2 tiers. Astor s'éloigna pour attendre la mort en gentleman. Son corps fut repêché par la suite et identifié grâce à la marque GGA brodée sur son col. Ce canot numéro 4 avait chargé d'autres passagères de qualité. Madame Ryerson, Widner et J.B. Thayer, Jack, le fils de Thayer, avait été séparé de ses parents, mais put sauter dans le canot au dernier moment. Vers 2h05, la plage avant était enfoncée profondément dans l'eau. La mer était parvenue à 3 mètres du pont A, et à l'exception du radeau A, il ne restait plus à bord qu'un seul canot de sauvetage. Le radeau D était accroché au palan des bossoirs du canot bâbord numéro 2. Il demeurait plus de 1500 personnes à bord du navire qui sombrait, et cependant, le numéro 2 des officiers, Lightoller, continuait de ne marquer aucune tolérance pour laisser embarquer les naufragés. Il ordonna à ses marins de nouer leurs mains pour former une chaîne et de ne laisser passer que les femmes et les enfants. Le radeau D s'éloigna avec seulement 44 escapés. Ensuite, Lightoller, suivi de plusieurs hommes d'équipage, grimpa sur le toit du carré des officiers pour tenter de libérer le canot B, mais ils ne purent y parvenir en raison de la gîte croissante qui paralysait la manœuvre. Pendant ce même temps, Murdoch et Moody eurent plus de chance sur tribord avec le radeau A, qu'ils réussirent à faire glisser du toit et à fixer au palan des bossoirs, d'où le canot numéro 1 avait été descendu. Mais avant qu'il soit rempli, il fut balayé par une lame et jeté à la mer où il se mit à flotter façon libre.
comme Walter Lord a décrit cette scène dans A Night to Remember. Lorsque les canots eurent gagné le large, un calme bizarre envahit le Titanic. L'excitation et la confusion avaient cessé, et les centaines d'abandonnés restaient comme pétrifiés sur le pont des embarcations. On aurait dit qu'ils voulaient se cloîtrer à bord, loin des rambardes. Le capitaine Smith, qui avait paru curieusement amorphe pendant l'agonie de son navire, se dirigea vers la cabine radio et déclara aux opérateurs qu'ils avaient bien rempli leur devoir. « Maintenant, chacun pour soi », leur dit-il. Puis, imperturbablement, il parcourut le pont, donnant à son équipage la même consigne. Enfin, il s'en retourna à son poste de commandement. La dernière image qui fut conservée de Thomas Andrews, le concepteur du Titanic, fut celle d'un homme solitaire, se tenant dans un fumoir des premières classes, le regard perdu dans le vide, encore qu'un témoin se souvienne de l'avoir vu sur le pont, aidant à l'embarquement dans les canots. Archibald Gracie fut un de ces malheureux, abandonné à bord alors que toutes les embarcations de sauvetage avaient pris le large. C'est sensiblement à ce moment, environ un quart d'heure après la mise à flot du dernier canot de bâbord, que j'entendis un bruit qui jeta la consternation par nous. Ce n'était rien moins que la mer atteignant le pont et gargouillant dans l'écoutille d'avant. Gracie et son jeune ami J. Clint-Smith décidèrent de monter sur le pont pour donner un coup de main au largage du radeau. Mais il leur vint une meilleure idée et ils gagnèrent la poupe. Nous avions à peine fait quelques pas dans cette direction que surgit en face de nous une véritable horde sur plusieurs rangs de front, envahissant le pont des embarcations, nous barrant complètement le passage vers l'arrière. C'étaient les passagers de la 3e classe qu'on avait fait attendre dans les entrepôts. Alors que les flots montaient à l'assaut du navire, Gracie réussit à grimper sur le toit du carré des officiers à bâbord lorsqu'une lame le balaya. Avant que je puisse reprendre mes esprits, j'étais plongé dans un tourbillon renversé et je tentais de me cramponner au bastingage pendant que le navire s'enfonçait. Je plongeais de plus en plus avec l'impression d'aller très profond. Il nagea sous l'eau, fit surface et finit par atteindre sain et sauf le radeau B qui flottait sans dessus-dessous, alors que le navire se noyait. Quelques instants avant que Gracie plonge, le jeune Jack Thayer se penchait sur le bastingage alors que la mer ne se trouvait plus qu'à quelques pieds au-dessous de lui, et il sauta. Il fut suffoqué par le froid glacial de l'eau, mais se mit à nager avec l'énergie du désespoir afin de s'éloigner du navire. Quand il remonta à la surface, cherchant son souffle, le navire était à une dizaine de mètres, et il ne vit aucun signe de son ami Milton Young, qui avait plongé quelques secondes avant lui. Thayer ne devait jamais le revoir. Les lumières du navire, qui avaient brillé jusqu'à la fin, vacillèrent puis s'éteignirent, ainsi que Bisley l'avait raconté. Pour l'instant, il regardait fasciné, oubliant le froid mortel d'un submersible vaisseau qui entrait en agonie. Il était exactement 2h18. Le navire paraissait nimbé d'une lueur éblouissante et se détachait sur le fond obscur comme s'il était en flammes. Une foule de gens se ruait vers l'arrière, toujours vers l'arrière, pour rejoindre la poupe qui émergeait. Le vacarme et les hurlements continuaient, ponctués par les détonations et les craquements sourds des machines et des chaudières, s'arrachant de leur berceau et se détachant de leur socle. Soudain, les superstructures du navire parurent se briser en deux, assez nettement sur l'avant, une partie se couchant et l'autre se dressant vers le ciel. La deuxième cheminée était assez large pour permettre le passage de 2 voitures de front, s'arrachant de sa base en lançant une gerbe d'étincelles. Je crus qu'elles allaient tomber juste sur moi, et de fait, elle ne m'a manqué que de 8 à 10 mètres. La succion qu'a provoqué sa chute m'a entraîné vers le fond, et j'ai dû me débattre en nageant totalement épuisé. Quand Thayer revint à la surface, il vit que, miraculeusement, il était tout contre le radeau B. Plusieurs hommes essayaient de le remettre à l'endroit. Ils aidèrent Jack à s'y hisser en sûreté. Il put alors assister au tout dernier moment du Titanic, alors qu'il s'engloutissait dans le calme. Les ponts étaient orientés vers nous. Nous pouvions voir le fourmillement des quelques 1500 personnes encore à bord, agrippant et s'accrochant les unes aux autres, en troupes, en meute, comme des essaims d'abeilles, se jetant à l'eau en masse compacte ou par petits groupes. D'une hauteur de 75 mètres alors, que la partie la plus importante du navire se dressait jusqu'à atteindre un angle de 65 à 70 degrés. Le navire parut marquer une pause, comme s'il était suspendu, pendant ce qui nous parut durer quelques minutes. Graduellement,
Il s'est tourné comme pour dissimuler à nos yeux terrifiés la vue de cet horrible spectacle. Pendant ces derniers instants, le radeau retourné fut littéralement aspiré par le bateau qui coulait, et les hommes se battirent désespérément pour le tenir à distance du tourbillon. Je regardais vers le haut, les énormes hélices nous surplombaient. J'ai même cru que nous avions été écrasés par eux. Alors, dans le bruit terrifiant de l'implosion de ces derniers ballastes, le navire s'enfonça doucement, un peu plus loin dans la mer. Ce fut la fin du plus grand vaisseau que le monde ait jamais connu. Les canots étaient éparpillés sur la mer, aucun d'eux n'était plein. À peine le navire avait-il sombré que la nuit, quelques instants silencieuse, fut sillonnée des appels déchirants des survivants qui barbotaient à la surface. Cris nombreux et de plus en plus angoissés, ce que Taylor a décrit comme une interminable lamentation. Mais longtemps avant l'aube, la clameur s'était éteinte.